Quand on parle de la blockchain et crypto-monnaie, on voit toujours, ou bien on met toujours en avant le mot décentralisation. On va toujours mettre en avant cet aspect de ne pas dépendre d'une autorité centrale, ne pas dépendre d'un organisme central pour faire un certain nombre de choses. Et donc, on peut donc se poser la question de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment dans un écosystème décentralisé? La décentralisation, s'il y a deux personnes qui sont ensemble pour voter les lois ou bien pour décider des choses, il n'y a pas un seul organisme, il n'y a pas une seule personne qui décide, mais il y a très peu de personnes qui décident. Donc le résultat est presque le même. Si on est dans une population de 30 millions et qu'on a simplement peut-être 100 personnes qui prennent les décisions pour ces 30 millions de personnes, on peut donc se poser la question de savoir est-ce que ces 100 personnes, c'est vraiment ce qu'on appelle la décentralisation. Dans la blockchain, il y a également ces questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que la blockchain est vraiment décentralisée? Ça, c'est un rapport de Messari, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce rapport. Je vais montrer quelques points assez fondamentaux pour vous permettre de cogiter là-dessus, sur ces questions. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que la blockchain ou bien les crypto-monnaies, ce n'est pas décentralisé ou bien c'est décentralisé. Le but, c'est de vous permettre de voir certains éléments qui peuvent permettre de remettre même encore en question et en doute ce qu'on est en train de faire parce qu'effectivement, c'est un écosystème qui évolue. Et comme ça évolue, il y a donc certaines choses qui vont s'ajuster au fur et à mesure que le temps passe, bien évidemment. Donc, on va comparer un peu quelques blockchains. Ce qui fait justement qu'une blockchain soit décentralisée, c'est au niveau de la validation des transactions. Parce que tout le monde peut avoir le livre, tout le monde peut posséder la blockchain, une copie du livre. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, autant de personnes qui possèdent le livre, ça ne fait pas de ça que ce soit décentralisé. Donc, ce qui fait qu'une blockchain est décentralisée, c'est au niveau des validations de transactions, au niveau de l'ajout des données sur la blockchain. Comment se passe le processus d'ajout sur la blockchain et combien de personnes y participent. Si on est dans une blockchain, on a très peu de personnes qui contribuent, qui participent à la mise à jour de ce livre. Alors, on est dans une blockchain qui est centralisée. Donc, on va essayer un peu de regarder Avalanche, Cardano, Cosmos, Ethereum, Aptos, Near Protocol et Solana. Donc, dans chacune de ces blockchains, il y a déjà des paramètres d'entrée qui font en sorte que plusieurs personnes ne peuvent pas se permettre d'installer les équipements qui vont leur permettre de valider les transactions. Quand je dis installer les équipements, un validateur doit installer un logiciel sur une machine qui a certaines caractéristiques afin de pouvoir valider les transactions. Donc, sur la blockchain d'Ethereum, par exemple, on a besoin d'avoir 32 Ethereum. 32 Ethereum, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ça fait environ quelque chose comme 58 000 $. Donc, si on prend l'Ethereum à 2 000 $, par exemple, on se retrouve à 64 000 $. 64 000 $, ce n'est pas tout le monde qui peut déjà se permettre de le faire. Sur Aptos, il faut environ 8 millions, donc 1 million d'Aptos. Donc, 1 million d'Aptos pour pouvoir être validateur sur la blockchain de Aptos, parce que Aptos est en preuve d'enjeu. Et les preuves d'enjeu, on n'a pas besoin de... il faut justement avoir la crypto-monnaie pour pouvoir valider. Donc, on va comparer les mêmes crypto-monnaies. On ne va pas mettre le Bitcoin là-dessus parce que le Bitcoin, effectivement, ça ne dépend pas de la quantité que tu as. Ça dépend simplement de l'appareil que tu as, que tu mets à disposition. Donc, ça sort un peu de la catégorie dont on va comparer aujourd'hui. On va comparer les Layer 1 qui sont beaucoup plus en proof of stake. Cardano, c'est 0. Donc, sur Cardano, tu n'as pas forcément besoin d'avoir les Cardano pour pouvoir valider les Cardano sur la blockchain de Cardano. Ça va se passer avec d'autres mécanismes comme le Delegate Proof of Stake où tu vas forcément nécessiter que plusieurs personnes te fassent confiance, donc font confiance à ton nœud pour pouvoir valider. Donc, sur Cardano, c'est 0. Sur Avalanche, on est autour de 28 000 $. Sur Cosmos, on est autour de 1,2 million de $. Pour pouvoir valider les transactions. Sur Near Protocol, 41 000 $. Sur Solana, autour de 77 000 $. Donc, quand on regarde maintenant au niveau des RAM, quelle est la quantité de RAM qu'il faut au niveau de l'espace mémoire qu'il faut? La RAM, aujourd'hui, on peut dire que c'est pas très cher d'une certaine façon parce qu'une RAM de 16 Go, bon, on peut l'avoir pas à un prix exorbitant d'une certaine façon. Donc, sur Solana, il faut 128 Go de RAM. 128 Go de RAM, je n'en connais pas beaucoup de machines qui ont 128 Go de RAM.
je dis les machines qui sont un peu très populaires, c'est 32 Go de RAM. Même comme déjà c'est assez excessif parce que c'est, bon, pas assez excessif, mais c'est déjà quand même une certaine barrière d'entrée qui est considérable. Parce que quand vous voulez faire du gaming, par exemple, ou bien des jeux vidéo, vous devez avoir des machines qui ont un certain minimum de caractéristiques. Et généralement, les caractéristiques les plus prisées sont les machines qui vont tomber dans cette catégorie-ci, 16 Go à montant. En dessous, c'est pas très intéressant. Donc, au niveau de l'espace mémoire maintenant, il faut 1 terabyte en SSD pour pouvoir valider sur la blockchain de Solana. Parce que pour stocker ce livre, pour pouvoir valider les transactions, tu dois devoir stocker le livre. Et si tu n'as pas une copie du livre dans ton appareil qui va valider, bah, tu ne peux pas valider les transactions. Donc, il faudrait que tu télécharges la copie. Donc, 1 Tera, ça veut dire que c'est une blockchain qui est déjà quand même assez lourde. Cardano, on est à 128 Go, alors que Cardano est là avant Avalanche. Non. Cosmos, on est autour de 0.5 à 2 Tera. Ethereum, on est à 2 Tera. Aptos, on est à 2 Tera, alors que Aptos vient à peine de se lancer. Mais il faut déjà une barrière d'entrée de 2 Tera minimum pour pouvoir valider les transactions. Near Protocol, 1 Tera, Solana, 500, donc demi Tera à 1 Tera. Delegate Proof of Stake, voici quelque chose qui va être intéressant. Intéressant dans quelle mesure? Dans la mesure où vous n'avez pas besoin de posséder l'entièreté de la crypto-monnaie pour pouvoir valider. Mais vous pouvez demander aux gens de vous faire confiance. Vous pouvez demander aux gens, vous n'avez pas besoin de peut-être avoir tout ce qu'il faut. Mais moi, comme j'ai tous ces équipements-là, cet équipement physique, mais il me manque une chose, c'est la crypto-monnaie en elle-même pour pouvoir avoir le minimum nécessaire pour être un validateur. Donc, les personnes vont déléguer leur pouvoir de vote à un nœud et ce nœud-là va donc être la représentation de tous ceux qui ont délégué la crypto-monnaie chez eux. C'est vrai que ça soulève quelques questions. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ce qu'on appelle le Delegate Proof of Stake où la crypto-monnaie est envoyée quasiment chez le validateur, qui n'est pas bon. On a déjà amélioré ça dans plusieurs systèmes. Quand vous allez envoyer votre crypto-monnaie, ça sera bloqué dans un protocole externe et c'est juste votre pouvoir de vote qui sera donné au validateur. Donc, le validateur, techniquement, n'a pas votre crypto-monnaie. Il ne peut pas décider à un moment donné de fermer son nœud et se casser et se barrer avec votre crypto-monnaie. Non, ce serait pas intéressant parce que les gens ne se connaissent pas. Donc, tu ne peux pas dire, OK, je te fais confiance, je te donne ma crypto-monnaie. Non, les gens ne font pas ça. Donc, les crypto-monnaies ne sont généralement pas envoyées vers les validateurs. C'est séparé. Donc, sur Avalanche, on peut déléguer. Sur Cardano, on peut déléguer. Et sur Cardano, même si tu as un nœud qui a un seul délégateur ou bien deux, tu peux également participer. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande quantité de Cardano sur ton nœud pour pouvoir valider. C'est pour ça qu'il y a une très faible barrière d'entrée au niveau des Cardano et ça peut peut-être expliquer pourquoi aujourd'hui on va arriver à la conclusion qu'on va voir par la suite. Donc Cosmos, on peut déléguer. Ethereum, non, on ne peut pas déléguer. Il faudrait que sur le nœud est l'entièreté des 32 Ethereum. Donc, ce que les personnes vont mettre sur en place, c'est simplement demander aux gens de leur faire confiance en leur envoyant la crypto-monnaie, qu'ils aient et qu'ils possèdent la crypto-monnaie sur leur nœud pour pouvoir valider. Donc, il faudrait faire assez confiance au nœud d'Ethereum par rapport au nœud d'Aptos ou au nœud de Cosmos. Au nœud de Cosmos, c'est une délégation, donc techniquement, le validateur n'a pas ta crypto-monnaie. Near Protocol, on peut déléguer. Solana, on peut déléguer aussi. Active Validator, bon, on va continuer, on ne va pas revenir sur tous ces détails-là. Et comment est-ce que les frais de transaction, comment est-ce que les validateurs sont payés? Première façon, ou bien même la seule façon, c'est au niveau de l'inflation. Bon, quand on dit au niveau de l'inflation, c'est que on va créer la crypto-monnaie pour payer les validateurs. Donc, il y a de nouvelles crypto-monnaies qui sont payées. Le reward également peut venir du côté de Avalanche. Les frais de transaction sont brûlés, les Fibon. Donc il y a les frais de transaction qui sont brûlés. Du côté de Cardano, il n'y a pas de frais de transaction qui sont brûlés. Donc les validateurs vont récupérer tout ce qu'on va donner pour les frais de transaction. Au niveau de Cosmos, c'est pareil, il n'y a pas de burn. Au niveau de Ethereum, on va avoir une partie qui sera brûlée et une partie qui sera donnée aux validateurs. Du côté d'Aptos, tous les frais sont brûlés. Il y a une partie bien évidemment qui est brûlée, l'autre qui est remis. Du côté de Near Protocol, tous les frais sont remis aux validateurs. Sur Solana, 50% des frais sont remis aux validateurs, 50% sont brûlés. Donc voilà comment
déjà ces paramètres-là vont te permettre de savoir, ok, où est-ce que je peux mieux avoir, ou bien où est-ce que je peux mieux rentabiliser, par exemple, ma crypto-monnaie. Sur Ethereum, on est autour de quelque chose de 9,2% par an. Sur Cosmos, on est à 4%. Sur Cardano, on a 1,9%. Avalanche, 0,8%. Near Protocol, 3,9%. Et Solana, bon, on n'a pas beaucoup de revenus quand on est validateur du côté de Solana. Mais bon, on va regarder maintenant un aspect très très important, c'est ici, au niveau de la répartition donc, de ces différents nœuds dans le réseau. Comment est-ce que les validateurs sont repartis et sont distribués? Et c'est un élément très fondamental qui peut justement permettre de classifier une crypto-monnaie centralisée ou bien décentralisée. Donc, les blockchains aujourd'hui vont utiliser, eh bien, les validateurs vont utiliser des services de cloud pour pouvoir stocker la map, pour pouvoir stocker, pour pouvoir valider les transactions. Parce que si tu as besoin d'une machine physique chez toi qui doit faire les transactions, ou bien qui doit toujours être actif pour valider les transactions, ça peut beaucoup coûter. En lumière, il y a les incertitudes qui peuvent arriver, et ça fait que voilà, on peut, que dans certaines crypto-monnaies, on a des pénalités. Donc, si tu ne fais pas un certain nombre d'actions, si tu n'es pas actif un certain nombre de temps, du coup, on peut te pénaliser et ta crypto-monnaie sera donc, va être utilisée comme ça pour te pénaliser. On va récupérer ta crypto-monnaie comme pénalité. Donc, et pour éviter donc ça, qu'est-ce que les personnes vont faire? Ils vont, comme un peu ton site web, tu vas solliciter donc des services en ligne pour pouvoir héberger ton point de host, ton point de validateur. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une machine physique chez toi pour pouvoir valider. Tu vas dire, ok, un peu comme un site internet, tu vas dire, je veux un espace là-bas qui a telle caractéristique, et l'hébergeur va donc mettre cela à ta disposition et tu vas donc faire les configurations nécessaires pour valider les transactions. Donc, et voilà où on peut justement arriver à un niveau de centralisation, parce que plus on va solliciter ces services-là pour pouvoir valider les transactions, plus on va donc centraliser, on va donc avoir des points centraux de validation des services. Sur tout le monde, ou bien sur plusieurs validateurs, la majorité des validateurs sollicitent par exemple les clouds de Google, donc une machine, les VPS, donc les Virtual Private Machine, quelque chose comme ça. Donc c'est une machine privée, c'est une machine virtuelle privée qui t'appartient, donc tu peux configurer comme tu veux. Donc si c'est Amazon qui fournit par exemple ce VPS, tu vas donc avoir une machine sur Amazon pour valider les transactions. Un autre validateur qui va solliciter Amazon va avoir également une autre machine sur Amazon pour valider. Ainsi de suite. Donc, plus il y aura des validateurs qui vont solliciter le même fournisseur, plus il y aura donc une centralisation chez ce fournisseur qui peut à un moment donné avoir le pouvoir de dire, ok, je ne fournis plus les services de cloud mining, et comme ça, une bonne partie du réseau tombe. Et ça fait donc un point de centralisation d'une certaine façon. Donc, on va ici avoir AWS, qui est donc les services d'Amazon. On a OVH Cloud, qui est un hébergeur du côté de la France. Donc ça, ce sont les hébergeurs majoritairement. Et on a maintenant ce qu'on appelle self-host. Les self-hosts, ce sont les personnes qui ont mis leur machine ou bien qui ont installé les équipements personnels chez eux pour pouvoir valider les transactions. Et quand on va regarder cette partie en vert ici, c'est là où on va voir qu'en fait, Cardano est la blockchain qui a une barrière très très facile d'entrée, ce qui fait que plusieurs personnes peuvent donc installer les équipements chez eux et valider les transactions. Et voilà l'une des raisons qui fait en sorte que on peut aujourd'hui, et on dit aujourd'hui que Cardano est la blockchain la plus décentralisée. Parce qu'il y a cet aspect-ci. Regardons Avalanche par exemple, il y a simplement 6% des personnes qui ont leur machine chez eux. Le reste, c'est délégué à ces différents providers-ci. Donc on va prendre Orders, on prend le rouge ici et le vert, on va les combiner parce que Orders, ça peut être des petits réseaux, donc ça peut être, ce n'est pas forcément, ou bien c'est d'autres providers qu'on ne connaît pas. Order provider, en fait, c'est d'autres providers qu'on n'a pas voulu lister ici parce qu'il y en a peut-être beaucoup trop. Il y a beaucoup d'hébergeurs, il y a beaucoup de personnes qui fournissent les services de cloud. Donc, on a pris les plus impactants, on les a séparés et on a pris le reste, on a mis dans order provider. Donc, le rouge aussi, c'est effectivement les services qui sont hébergés sur le net.
Donc, il n'y a que cette petite partie en vert là qui va être le point le plus central, le point le plus décentralisé en fait. Parce que c'est un point qui est accessible à la plus grande variété de personnes distribuées de par le monde entier, sans forcément un point de centralisation chez ces différentes personnes-là. Alors que chez les services cloud, c'est effectivement un point central où tout le monde va venir se connecter et fournir le service. Donc, au niveau de Cardano, on voit que ce point-là est 17%. Chez Avalanche, c'est 6%. Chez Near Protocol, c'est 3%. Chez Solana, c'est 6%. Chez Aptos, on est simplement à 1%. Et on est encore au tout début, bien évidemment. Donc, on va encore aller plus bas. On va voir maintenant une répartition géographique de toutes ces personnes-là. Stake, active, host. Donc, au niveau des stakes, ils sont actifs. Au niveau des stakes qui sont actifs, bien évidemment, Cardano, ça reste encore parmi les meilleurs. Il est encore dans le top ici avec 6%. On a Avalanche qui a 1.2. On a Nier qui a 0.6. Solana 2.1. Et Aptos, ce n'est même pas visible chez Aptos, donc c'est quasiment 0. Et c'est centralisé majoritairement où? Chez AWS, dans les services d'Amazon. Cette partie en bleu ici. On voit que Avalanche est centralisé majoritairement du côté de Amazon. Cardano, c'est majoritairement du côté d'Amazon aussi. Near Protocol, majoritairement du côté de Amazon. Solana, majoritairement du côté de plusieurs. Donc, on va plusieurs. Ça veut dire que c'est tellement beaucoup qu'on n'a pas voulu mettre les 0,0000. Donc, on ne va pas prendre cette grosse partie-ci. On va prendre soit cette partie en 17 qui est TerraSwitch, ou bien cette partie-ci qui est autour de 15% qui est encore Amazon. Chez Aptos, on est majoritairement du côté de Amazon. Donc, si on regarde les premiers blockchains aujourd'hui, les Layer 1 qui sont au top des crypto-monnaies aujourd'hui, on va voir que leurs services dépendent, la validation de leurs crypto-monnaies dépendent majoritairement des services d'Amazon. Donc, si Amazon aujourd'hui dit que, OK, on ne fournit plus les services de cloud hosting pour les crypto-monnaies, par exemple, c'est vrai qu'ils vont peut-être shifter vers d'autres, ou peut-être Google va prendre un peu plus d'espace, d'autres vont prendre un peu plus d'espace, et ainsi de suite. Mais ça reste quand même un point de centralisation qui est assez fort pour plusieurs blockchains. Et ça revient donc en quoi à se poser la question, est-ce que effectivement la crypto-monnaie est décentralisée quand on a des points de centralisation, des points d'échec? Parce que ça, ce sont les points d'échec. Si les validateurs aujourd'hui coupent leur service, comment est-ce que la blockchain va se comporter? Comment est-ce que la blockchain va se comporter? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je dirais aujourd'hui que la blockchain n'est pas dans une étape de décentralisation qui est assez avancé. On est encore dans une étape de centralisation, mais le but étant forcément à la longue d'avoir des services de staking, de validation qui soient plus light, plus légers, pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir installer les équipements et entrer justement dans cette partie verte là. Et que tout le monde peut mettre sa machine à disposition, tout le monde peut mettre son équipement à disposition aussi facilement, sans de trop grandes barrières d'entrée, pour pouvoir valider les transactions. Et quand on regarde un peu, on va voir que la crypto-monnaie est encore majoritairement centralisée du côté de l'Europe et de l'Amérique. Europe, quand on dit Nord-Amérique, Sud-Amérique, on doit normalement coupler ces deux pour mettre simplement Amérique. Bon. Mais sinon, c'est majoritairement centré entre l'Europe et l'Amérique. Europe, Amérique, Europe, Amérique, Europe, Amérique, pour pour la grande majorité de ces crypto-monnaies-là. Il y a très très peu de crypto-monnaies qui se retrouvent du côté de l'Afrique. Quand on voit le jaune, on a un peu de jaune ici au niveau d'Aptos qui se retrouve de l'Afrique. On a un peu de jaune au niveau des avalanches qui se retrouve du côté de l'Afrique. Donc l'Afrique ne met pas à disposition ses équipements, ses infrastructures pour pouvoir participer à cette économie de la blockchain qui peut avoir justement beaucoup de revenus. Donc j'explique dans mon livre qui va paraître bientôt. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je ne veux pas entrer dans tous ces détails. C'est long, il y a beaucoup de choses à consommer, mais je suis allé dans l'essentiel. Pour te montrer comment la crypto-monnaie aujourd'hui, en réalité, ça reste encore centralisé. On a besoin de travailler encore dans cet écosystème pour que ce soit décentralisé, pour pousser les limites encore de cette décentralisation et faire en sorte que les utilisateurs puissent participer à la validation sans avoir de grosses barrières d'entrée comme on peut voir dans ce tableau tout haut. Dans ce tableau ici, ce sont des barrières d'entrée qui sont quand même assez élevées. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Bonne journée. Ciao.